Bonjour et bienvenue pour ce dernier épisode du cycle années 90. Alors on va parler notamment de la Britpop et de la petite guéguerre qui va opposer deux grands groupes à ce moment-là. Et puis on évoquera aussi la scène new metal et indus. Bonjour tout le monde, en effet aujourd'hui nous allons parler de Britpop et de charmants garçons, parfois un petit peu turbulents. Alors dans les années 90, il va y avoir un nouveau courant qu'on appelle la Britpop. Alors la Britpop c'est une pop rock finalement, parce qu'il y a quand même aussi pas mal d'éléments de rock, qui a un côté très britannique, presque très nationaliste, j'ai envie de dire, puisque le drapeau anglais à ce moment-là est présent un peu partout. Cette vague musicale va être représentée notamment au niveau mainstream par des groupes comme Blur, Oasis, mais il y en aura évidemment d'autres. Il y aura des groupes comme Suede, il y aura évidemment Pulp, avec le très charismatique Jarvis Cocker, et à travers aussi ce courant va naître une sorte d'opposition qui est un petit peu, si vous voulez, une sorte de retour à l'opposition qui existait dans les années 60 entre les Beatles d'un côté et les Rolling Stones, puisque dans les années 60 les Beatles c'était eux qui avaient l'image des gentils, c'était un petit peu les gendres idéaux. Et puis de l'autre côté, il y avait les Rolling Stones qui eux avaient le côté un peu bagarreur, qui tiraient la tête sur toutes les photos parce qu'il ne fallait pas sourire. Et donc il y avait un côté un petit peu plus bad boy. Et bien, dans les années 90, pour l'opposition entre Blur et Oasis, on reprend exactement le même schéma. D'un côté, il y a Blur avec un côté assez coloré, souriant, assez fun, assez sympathique finalement, et de l'autre côté, Oasis avec ce côté bagarreur, parce qu'on sait que les frères Gallagher, Liam et Noel n'arrêtent de se battre même sur scène, et donc ils vont aussi avoir ce côté beaucoup plus on tire la tronche, on n'est pas là pour rigoler, et ça va donner évidemment ce côté bad boy qui sera évidemment très très attirant aussi à cette époque par rapport à l'image qu'on donnera. Alors aussi au niveau médiatique, on le sait, notamment Damon Albarn et Liam et Noel Gallagher de l'autre part ne vont cesser de s'insulter à travers les médias, d'insulter aussi leur musique, mais aussi leur personnalité. Enfin, ça va être des coups assez bas, mais ça va vraiment faire partie d'un marketing évidemment qui fera chou gras évidemment à cette époque, puisque tout ça va faire monter la sauce et évidemment faire vendre pas mal de disques, notamment de disques extrêmement importants de ces années 90. J'en prends par exemple notamment le What's the Story, Morning Glory d'Oasis, devenu mythique aujourd'hui, ou encore The Great Escape de Blur, qui aura évidemment une très très grande aura à cette époque, et qui va évidemment marquer profondément la décennie. Voilà, ça c'était pour le côté Britpop. Il y aura évidemment d'autres courants, mais au niveau musical et surtout au niveau studio, Pierre, la Britpop, ça se passait comment ? Eh bien oui Laurent, j'aurais tendance à dire ça se passe plutôt bien, même si effectivement on doit tenir compte de la personnalité parfois un peu tempétueuse des membres d'Oasis et aussi parfois de Blur qui ont quand même une sacrée personnalité. Ici, je voudrais peut-être faire un focus sur le premier single d'Oasis, Supersonic. Oasis se retrouve à Liverpool au Pink Museum Studio, qui est un studio qui va permettre de enregistrer ce single dans des conditions un peu particulières, puisque le studio est réservé pour enregistrer autre chose. Il va enregistrer un titre qui finalement, au bout d'un moment, ne donne rien. Il n'arrive pas à avoir le son et l'inspiration qu'ils veulent, ça sonne un peu plat, et comme bien souvent dans ces cas-là, le groupe se détend, il jamme, et il va créer ce single Supersonic de manière tout à fait improvisée. L'enregistrement et le mixage vont prendre 11 heures, donc c'est quelque chose qui va se passer assez vite. Noël et Liam vont aller très vite dans la composition et l'interprétation de ce morceau, à tel point que l'ingénieur du son qui est là pour la première fois avec Oasis, va faire le mixage dans la foulée, et ce sera ce mixage-là qui va être conservé pour le single. Le morceau ne sera jamais remixé. Finalement, l'ingénieur du son va mixer par exemple la batterie sans même pouvoir entendre les pistes individuellement de la batterie. Donc il va mixer la batterie avec l'ensemble des instruments pour gagner du temps. Et donc
voilà, ce qui va donner évidemment un son très particulier à ce single. L'enregistrement va être copié tout simplement sur une cassette DAT. Je ne sais pas, pour ceux qui se souviennent, dans les années 90, ces cassettes permettaient d'enregistrer en digital. Et donc ce mix va être enregistré sur une simple cassette DAT, sur un appareil de maison, tout simplement, qui était là dans le studio. Et tout ça va aller très vite et va évidemment contribuer à avoir ce son particulier d'Oasis, avec ses guitares, ses couches de guitare qui donnent ce gros son. D'ailleurs, par rapport aux guitares, c'est très intéressant de noter que plusieurs guitares électriques sont enregistrées et l'ingénieur du son va utiliser essentiellement les micros qui sont placés assez loin des amplis, de manière à bénéficier du son de la pièce, et donc d'avoir un son encore plus gros, encore plus sale, entre guillemets, pour créer finalement cette marque de fabrique d'Oasis. Dans les années 90, et surtout à partir du milieu et jusque dans la fin des années 90, il y a aussi un courant qui va émerger, qui sera très important, qui s'appelle le nu metal, donc NU metal, pour une sorte de nouveau métal. Alors ce sera un métal qui va être assez fusionné d'une certaine façon, puisque on va y retrouver notamment les inspirations de groupes comme Rage Against the Machine qui ont quelque part marié le rap et le hard rock. Et bien, à travers cette influence vont naître toute cette scène new metal, représentée notamment par des groupes comme Limp Bizkit, Linkin Park aussi, et par aussi quelque part Marilyn Manson, Korn, tous ces groupes en fait qui vont en fait fusionner les genres d'un métal parfois assez radical, parfois assez extrême, à des petites touches comme ça hip-hop qui sont assez intéressantes et qui vont se mettre ensemble pour créer ce nouveau style musical qui va beaucoup parler à l'adolescence des années 90 et qui va avoir aussi un très très grand succès commercial. Parallèlement à ça, il y aura aussi toute une vague industrielle qui sera parfois assimilée aussi à ce courant nu metal. Je pense notamment en Allemagne à l'émergence du groupe Rammstein, qui va être une véritable sensation musicale assez incroyable, qui va quelque part être découverte au niveau du grand public, notamment à l'aide du cinéma. Je pense que l'utilisation de titres de Rammstein ou encore de Marilyn Manson, par exemple, dans les films de David Lynch vont aider en tout cas le courant à devenir très 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 populaire. Et puis au niveau new metal et indus, ce groupe Rammstein qui émerge finalement de Berlin et qui sont issus en fait avec des musiciens qui viennent tous de l'ancien Berlin-Est et qui sont en train de créer une nouvelle vague musicale allemande. Et bien ça va être évidemment très très important dans ces 90s. Un mot aussi sur le travail de quelqu'un comme Nine Inch Nails, en fait le travail évidemment de Trent Reznor, qui incarne ce groupe Nine Inch Nails et qui va évidemment influencer aussi beaucoup d'autres musiciens de sa génération. Il va revendiquer lui-même l'influence notamment de David Bowie, et David Bowie va revendiquer son influence, donc il va avoir vraiment un effet d'auto-influence entre ces deux musiciens qui vont d'ailleurs finir par travailler ensemble sur certains remixes de morceaux, mais aussi sur scène, où pendant tout un moment Nine Inch Nails va assurer la première partie de David Bowie sur scène. Donc ce courant indus va avoir cette influence, et puis Trent Reznor qui aura évidemment un extrêmement important rôle dans la création de la musique et du personnage de Marilyn Manson, puisque ce sera lui qui produira les premiers albums de Marilyn Manson, et notamment l'album phare, j'ai envie de dire, de Marilyn Manson qui s'appelle Antichrist Superstar, où on entend vraiment l'influence importante de Trent Reznor et de son travail sur cet album. Trent Reznor, oui, évidemment, ce musicien orfèvre du son, producteur, qui va véritablement donner ce son au rock industriel dans les années 90. Quelqu'un qui va vraiment travailler avec les synthétiseurs, avec les machines, qui va beaucoup faire des boucles et des montages, et vraiment exploiter la technologie qui est là dans les années 90 avec l'informatique, en utilisant vraiment les ressources des différents synthés qui sont disponibles, notamment le Moog Prodigy, qui sera un de ses premiers synthés, tout petit synthé évidemment. Après, il va y avoir
des plus grosses machines, des synthés modulaires, où il va vraiment travailler son son. Ce qui est assez étonnant comme anecdote, c'est que Trent Reznor s'installe à Beverly Hills à un moment donné au début des années 90 et il va habiter dans la maison où Sharon Tate a été assassinée, la maison qui appartenait avant à Polanski. Et il va vraiment s'installer là-bas, il va louer la maison et en faire un studio qu'il baptisera The Pig Studio, The Pig, qui était l'inscription qu'avait notée la famille Manson sur la porte d'entrée de la maison. Donc voilà, il est quand même dans un univers un petit peu glauque, et ce n'est pas étonnant, bien sûr, quand il va s'associer avec Marilyn Manson pour travailler avec lui sur un American Family. Trent Reznor qui, évidemment, restera un grand producteur, puisqu'il va travailler avec beaucoup d'autres, il va créer évidemment son propre groupe Nine Inch Nails, avec qui il va tourner énormément dans les années 90 et 2000, qui va véritablement donner ses lettres de noblesse à ce son, à cette musique à la fois rock, metal, dans laquelle sera mélangé évidemment beaucoup de musique électronique et de sonorités tout à fait intéressantes. Voilà, nous refermons les années 90 de cette façon. On se dit à très bientôt.